Bonjour, Madame Zaina Chahine, c'est un plaisir de vous recevoir chez Belle Presse. C'est une initiative que je trouve très positive et louable de vous inviter à une interview à caractère très particulier, d'autant plus que votre profil me pousse à accepter de vous interviewer, étant donné votre parcours universitaire, professionnel, politique, associatif, et cible mes questions. Voilà. En tant que femme, vous avez certainement participé à l'action féministe pour le Powerment. Je vous ai entendu en parler une fois. Et vous êtes dans le parti du Rassemblement national des indépendants, auquel vous adhérez avec plénitude et avec conviction très approfondie. Très bien. Ma première question, vous êtes dans la liste régionale des femmes au niveau de la région Meknès Tafilat. Pardon, Fès Meknès. C'est une ancienne appellation qui revient toujours. Okay. Je voudrais savoir quel bilan vous avez dressé à cette question par rapport à l'avenir du quota au Maroc. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre accueil et pour cette belle introduction. Et en réponse à votre question, la vérité, nous posons des questions. Le quota est très important pour nous, en tant que femmes, pour accéder à la politique, ou plutôt pour accéder au Parlement. Parce que c'est un exercice qui n'est pas facile. Et nous nous investissons de manière très importante et trouvons que c'est dommage qu'on ait d'abord à avoir la possibilité de passer par les listes régionales seulement une fois. C'est je ne dirais pas, je dirais que c'est comme un investissement où on n'a pas de perdu, où on n'a pas de retour. On développe une compétence qu'on laisse Exactement. partir. On développe une compétence et cette compétence-là n'a pas le droit d'être réélue à travers la liste régionale et doit justement entamer les élections par le biais justement des urnes. D'accord. Ce qui est quand même, ce qui reste encore difficile pour la femme marocaine. Donc, nous espérons avoir des amendements par rapport à ces dispositions. Et je me dis que le fait d'être élu par la formule justement du quota et surtout le fait de travailler de manière régionale nous complique un peu la tâche. Par rapport au Parlement. Par rapport au Parlement et par rapport aussi du local. C'est-à-dire que on est quand même perdu. Comme je vais parler de mon cas, je suis élue de la région de Fès Meknès. C'est une région qui compte 9 provinces. Donc, certainement, moi, je fais partie de la province de Fès, mais je représente aussi les 8 autres provinces. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de doubler d'efforts, de travailler de manière un peu dispersée. On n'est pas axé sur une province où on peut donner plus. Donc, il faudrait aussi voir comment cette représentativité féminine puisse avoir un rôle plus concret. Tu as aménagé le chou et la chèvre. Exact. Très bien, d'accord. Alors, votre appartenance au parti politique RNI me pousse à rebondir sur un cas de figure qui a suscité beaucoup de débats. Donc vous voyez un petit peu que je vais au problème de l'encadrement de l'aide à l'importation du bétail. Très bien. Il y a même des médias marocains qui ont parlé de catastrophe, catastrophe d'État, etc. Je ne lis pas les choses comme ça. Je voulais quand même que vous me donniez votre aperçu personnel sur la réactivité du parti par rapport aux critiques qui ont été formulées de manière officielle.
parce que j'ai constaté comme une sorte de laisser-aller, pas tout à fait de laisser-aller, mais attendons voir. Non, c'est pas le cas, Oui. parce que premièrement, il faut dire que il y a eu un communiqué. Le communiqué du ministère de l'Agriculture, qui est fondé sur des données qui sont précises et chiffrées et qui ont, à mon sens, donné des éléments de réponse qui sont très clairs. Donc un débat doit être... on ne peut construire un débat que sur des données factuelles et non pas sur des spéculations ou encore des théories non vérifiées, ce qui est le cas. Donc le parti, non, je ne dirais pas ça, plutôt nous, en tant que groupe parlementaire, avec la majorité, nous avons choisi de privilégier la mission d'information, qui est temporaire et qui est plus pragmatique, qui est, je dirais, pragmatique et réalisable. Pourquoi? Parce que c'est une procédure qui est souple, qui permet d'accéder à l'information directement auprès des partis et de pouvoir formuler des recommandations concrètes. Donc, on n'est pas à l'écart, mais on a choisi une procédure plus légère et rapide. Voilà, exactement. Très bien. Donc, par rapport aux déclarations de Monsieur le Secrétaire Général du ministère de l'Agriculture et des Pêches, lors d'une émission télévisée, où il a expliqué que finalement les termes de subvention étaient mal placés, parce que ce sont des exonérations, etc. Mais le problème, d'après sa déclaration, il a fait allusion au mécanisme de production et d'importation, tout ce qui est bovin et agriculture. Est-ce que le parti a une lecture sur ces mécanismes de production au niveau de l'agriculture de façon générale? Pas uniquement de l'importation, c'est-à-dire voilà, l'importation, on a donné des exonérations, on a permis ceci, cela, et puis à la fin, on n'a pas abouti au résultat escompté, qui était la baisse du prix de la viande rouge. Est-ce que ces mécanismes ont été déterminés, détaillés? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Écoutez, moi je pose la question en tant que votre position par rapport à la commission des finances et du développement. Écoutez, par rapport à la commission, nous avons eu des dispositions qui sont très claires. Par rapport aux exonérations, comme vous le savez, c'était des exonérations, c'était des dispositions justement de la douane faites pour préserver justement notre cheptel. Et le Maroc avait décidé de ne pas importer. Maintenant, avec les conditions actuelles, surtout le vécu, la sécheresse, on était dans une situation où on était obligé d'importer, ce qui nous a permis justement de donner ces exonérations et aussi d'aider les importateurs de manière à faciliter cette importation. Quand on parle de ces exonérations, s'il n'y avait pas eu ces exonérations, on n'aurait pas eu le kilo à 90 dirhams ou à 110, on l'aurait eu à 340 et plus. Donc, franchement, c'est un problème qu'on a essayé de régler justement par ces exonérations et par la facilité de la procédure. Oui, je suis d'accord, le process avait bonne intention, mais la pratique et l'exécution a permis le contraire. Permis de constater le contraire. Parce que la viande n'a pas baissé, le prix de la viande n'a pas baissé. Il a relativement baissé. Je ne dirais pas qu'il n'a pas baissé, mais il a relativement baissé. Il y a un constat qui a été fait qu'effectivement, il y a eu des baisses, mais dans les petits douars, dans les petites boucheries, vous allez dans les grandes surfaces, je ne vais pas dire un nom, vous verrez que les choses restent au témoin rouge. Voilà. Alors, j'ai autre chose à vous demander. C'est que c'est au niveau de la chronologie de ces décisions, ça a commencé en 2022, puis 2023 et 2024. L'opération de 2024 a déraillé par rapport à ce que dit l'opinion publique. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui n'a pas marché par rapport à 2022 et 2023? Alors, je vais vous expliquer.
C'est une impression qu'elle a déraillé. C'est pas le cas. D'accord, très bien. C'est pas le cas. D'accord. Alors, pour vous donner les chiffres exacts, alors, le coût global était de 437 millions de dirhams, répartis sur deux. 193 millions en 2023 et 244 millions en 2024. Comment ça a été réparti? On a importé à peu près 875 000 têtes. C'est comme ça qu'on... C'est ça, oui. Ouais, c'est ça. 386 en 2023 et 489 en 2024. Il y a eu une subvention de 500 dirhams par l'État et il y a eu l'exonération. C'était la même chose, là. C'est le même montant, surtout le chiquier chronologique. Oui, mais quand il parle de 2023. Justement, c'est ça la nuance. C'est qu'ils ont pris les chiffres et le montant et le coût de 23. Ils l'ont additionné à 24. Ils ont pris les 200% supposés être bénéficier. Être payés par les importateurs, alors qu'ils ont eu l'exonération. Ils ont eu ce chiffre-là. D'accord. De 1300 milliards. Ce qui m'intéresse dans la question, c'est pourquoi est-ce que le mécanisme de 2022 n'a pas fonctionné en 2025? C'est-à-dire que là, il y a eu un maintien d'un prix raisonnable. En 2025, c'est pas du tout le cas. 2024-2025, c'est pas du tout le cas. Donc, il y a eu quelque chose qui a cloché. Écoutez, d'abord, il faut dire que c'est un marché qui est un marché libre. La liberté des prix. Et à la liberté des prix, dans un premier temps. Et puis, moi, je ne dirais pas... Ça devait être pris en considération lors de l'établissement. Oui, c'est le cas, justement. Donc, c'est le cas. Je dirais que les autorités font tout leur possible, justement, pour essayer de vérifier et de stabiliser ces prix. Donc, toujours est-il, il y a certaines personnes qui essayent comment dirais-je, de prendre ces moments de faiblesse ou ces moments où on a le plus de besoin d'être nationaliste et essayer de profiter au maximum. Et malheureusement, ça a été le cas pour 2024 plutôt. Mais je trouve que les prix, il n'y a pas eu une énorme hausse. C'est-à-dire, il y a une différence entre 10 et 20 dirhams par rapport à 2022. Pas plus que ça. Très bien. On va passer à des thèmes que vous charriez beaucoup plus, que vous aimez. C'est l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle, c'est la mode, c'est l'avenir, etc. En tant que juriste, vous êtes avocate en tant que juriste, et par rapport au règlement de l'intelligence artificielle au Maroc, il reste un règlement faible par rapport au règlement européen. Et ça, vous devez certainement savoir que, au niveau de l'éthique, il y a un gros problème qui se pose. Nous sommes en train d'installer des caméras à Rabat, à Casablanca, un nombre très important, et qui vont toucher à des données personnelles d'une manière que je qualifierais personnellement de manière intruse dans la vie des gens. Est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez, il y a eu un changement. Il faudrait accepter ce changement. Le monde est en train de changer. L'insertion et l'immersion de l'intelligence artificielle est là. Et l'éthique, madame? Écoutez, on est au Japon et en Chine, on interdit ça. Bien sûr, on est en train de travailler sur un arsenal juridique qui va justement mettre au clair les choses. Nous sommes en train de travailler sur ça déjà. Et nous sommes obligés aussi de suivre le Japon et la Chine. C'est un cas qui est assez spécial, je dirais. Ils n'ont même pas accès à Google ou encore YouTube, vous le savez. Donc, nous, on est plus ouverts, on a accès à tout. Donc, je dirais qu'au Maroc, on est en train de vivre une dynamique croissante.
Et je ne dirais pas qu'on est obligé de suivre, mais on est en train d'instaurer des règles et d'instaurer les bases sur lesquelles nous devons accompagner cette intelligence artificielle. Je suis d'accord avec vous, mais on a quand même mis en place des lois pour protéger. On a la protection des données personnelles, on a pas mal de lois. 0908 Oui, exactement. Qui n'est pas respecté à 100%. Qui n'est pas encore respecté, mais on essaye de faire le maximum justement pour la faire respecter. D'accord. Mais on est obligé quand même de suivre. Il faut commencer un jour par la première marche, comme on dit. Très par bien, la première marche. Très bien, ok. On va passer à un autre domaine qui est culturel et identitaire, c'est l'amazigh. Il y a un programme de l'éducation nationale sur l'amazigh. Qu'en est-il pour la couverture du territoire national? Écoutez, c'est un programme qui... Moi, je suis d'une région amazigh. Je suis amazigh. Moi aussi. Bon, très bien. Donc, mon prénom le dit bien. Très bien. C'est un prénom amazigh, donc écoutez. Par rapport au recrutement du personnel, la formation, l'application des textes du programme, où est-ce qu'on en est exactement? Déjà, il faut dire que le gouvernement a mis en place plusieurs dispositions justement pour mettre en œuvre ce programme amazigh. Sauf que... Des dispositions qui prennent le temps de se réaliser depuis 2011 à 2025. C'est ça. Le gouvernement actuel n'est là que depuis 2021. On a vu quand même un changement. On a vu que pendant... C'est vrai que vous avez été d'un retard très Exactement, important. très important. Il faut dire que il me semble que l'apport qui a été mis pour justement le développement du programme amazigh en 2024 était je ne veux pas donner un chiffre qui n'est pas c'est vrai que les chiffres ne parlent pas. Voilà, ne parlent pas, mais qui est assez important. Oui. Mais qui est assez important. Nous remarquons que aujourd'hui, au sein du Parlement, on a quand même accès à la traduction simultanée. Et on remarque qu'il y a beaucoup de parlementaires qui posent des questions et qui font encore des interventions en amazigh, et ça nous fait vraiment plaisir. Absolument, absolument. On va passer à autre chose. Depuis 2011, la nouvelle constitution, la région avancée, entre guillemets, et on a le droit de se poser des questions par rapport au clivage qui existe entre les régions marocaines. Je ne parle pas des régions du sud qui, alhamdoulilah, vivent la plénitude. Exactement. Ce qui m'intrigue, c'est l'existence juridique d'un fonds qui s'appelle le Fonds de développement des régions, que je ne vois pas, personnellement. Surtout au niveau de certaines régions, je vais vous citer Darat Filalt, même Fas Meknès, la région de Gulmim aussi, la région de Hoceima. Qu'en est-il par rapport à l'analyse que fait votre parti de cette question? Écoutez, comme vous l'avez bien précisé, la régionalisation avancée est un programme qui est assez nouveau. C'est-à-dire depuis 2011. Je suis d'accord avec vous, votre regard en dit long, mais on a à peine commencé à bien comprendre l'objet de cette régionalisation avancée. Vous avez donné l'exemple de la région de Fès Meknès. Comme vous le savez, c'est une région qui a connu, je dirais, une période de stagnation exceptionnelle depuis un bon bout de temps. La région est une région qui est riche. Absolument. Potentialité énorme. Qui a vraiment du potentiel. Centralité. Tout. Oui, mais malheureusement, on a 40% justement de la nappe phréatique du Maroc qui est centralisée au niveau de la région de Fès Meknès. Mais malheureusement, c'est une région où il y a
où il y a plus de contraintes vu sa géographie. Il y a beaucoup. Donc, on essaie justement de renforcer la gouvernance territoriale et d'essayer de promouvoir justement un certain développement, mais il y a du retard. On est en train de voir qu'il y a quand même du changement, surtout dernièrement au niveau des PDR, on voit que il y a des projets à venir. Il y a un changement, surtout avec, comme vous savez, ils ont choisi Fès parmi les villes qui vont participer à la Coupe du Monde de 2030. Donc on voit quand même que ça va quand même bouger un peu la région. Je suis obligé de traiter une question politique au niveau de la région, c'est l'exécution des programmes. Et même les agences d'exécution des programmes ont du mal à sortir de leur tanière. Et le conflit entre Wali et président de la région, au niveau de l'exécution, parce que on a retenu que des présidents de région se sont plaints que le Wali, c'est le patron, c'est le grand patron, mais d'une façon indirecte. Qu'en est-il réellement pour Fès Meknès? On n'a pas de problème actuellement avec le Wali, on l'a bien remarqué. On a tous bien remarqué qu'il est là, qu'il a les bras ouverts, que ça soit avec le président de la région, que ça soit avec le maire de la ville de Fès, et qui veut un développement régional. Dernièrement, il y a eu beaucoup de débats autour justement du développement de la région, surtout quand on a beaucoup de richesses. On essaie d'avoir des projets. Ce qui est demandé, c'est qu'il y ait justement une coalition entre ces deux composantes. C'est très important. Chacun c'est-à-dire de sa manière, de sa place, peut aider à promouvoir la région. Très bien. J'adhère aussi. Là, je suis obligé de poser une question concernant le bilan de la région jusqu'à aujourd'hui par rapport au niveau national, toujours en excluant les régions du Sud. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on est toujours dans l'axe Kénitra-Casablanca? Est-ce qu'on s'en est détaché ou pas encore? Écoutez, on est en train. On est en train, on essaie, on a vu, je parlerai de la charte d'investissement, qui a mis en œuvre la nouvelle charte d'investissement qui a mis en œuvre plusieurs dispositions pour justement motiver les investisseurs à investir dans d'autres axes hors celui de Casa Kénitra, et avec des subventions, avec plus d'attractivité pour justement bouger un peu l'activité vers d'autres régions. Dernièrement, on a vu des investisseurs s'installer sur Khorebga. On a vu d'autres qui viennent s'installer justement à Fès. On essaye d'avoir... Peut-être on gagne du terrain pour se rapprocher des régions les moins logées, les moins... Exactement. Donc, par exemple, là, la province de Boulmen est une province où il n'y a aucune unité industrielle. Je la connais très bien, cette province. Donc, et ça me pousse à vous poser la question sur est-ce qu'il n'y a pas une étude, un projet de redécoupage territorial, administratif, au niveau régional, indépendamment de l'affaire du Sahara? Oui. Corriger vers le haut. Là oui, c'est clair. Donc, et je fais allusion à Meknès Fès qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est ça. Alors, le problème avec la région de Fès Meknès, c'est qu'on a deux pôles très importants. On a Fès et on a Meknès. Meknès faisant partie avant de la région du Tafilelt avait une certaine... c'est-à-dire avait une certaine présence. Une certaine prestance aussi. Et prestance aussi. Maintenant, on sent qu'il y a de la concurrence entre les deux
entre les deux provinces, entre Fès et Meknès. Et donc, personnellement, je me dis que ce découpage n'est pas celui adéquat. Voilà, Est-ce que le parti n'envisage pas de poser la question officiellement? Parce qu'il y a un bilan quand même depuis 2011 à aujourd'hui, il y a quand même un bilan. Oui, voilà. Effectivement. Et par rapport à d'autres régions, il y a quand même une différence de développement. Oui, ça serait bien. On parle toujours de découpage, de changement du découpage, mais il y a encore rien de concret. Donc on va peut-être pousser à avoir plus d'informations de manière officielle et voir s'il y aura un changement pour le développement de la région. Espérons. Alors une dernière question. J'aurais aimé continuer davantage, mais là, question de temps. RNI, Rassemblement national des indépendants. Le titre indépendance, au niveau du concept, est-ce que le parti n'envisage pas de réétudier ça? Indépendant par rapport à quoi? À l'appartenance politique. Alors, c'est déjà un parti politique. Ça, c'est un nom qu'on a eu depuis. C'est un nom historique déjà. Et j'imagine que vous connaissez l'histoire de notre parti. Maintenant, cette indépendance, on la sent. On a cette indépendance par rapport à notre travail. C'est-à-dire que nous, en tant que partisans de ce parti, on a une indépendance et une liberté de s'exprimer, de parler, de participer, de donner des idées. Donc, je ne crois pas qu'on voudrait changer ce terme-là parce qu'il nous représente en quelque sorte. D'accord. Je crois que j'ai épuisé mes questions. Tout ce que je voudrais, c'est vous remercier pour votre franchise, votre savoir-parler, votre présentation de réponses concrètes et espère, Inch'Allah, la prochaine fois, vous poser des questions plus dures et plus compliquées. Inch'Allah, ce sera avec plaisir. Ça a été un moment agréable de partager avec vous. Merci.